Comment est-ce qu'un aliment aussi simple, aussi universel que l'œuf, a pu être vu comme l'ennemi public numéro un pendant, presque 40 ans, avant de faire son grand retour, mais alors tout en douceur, presque en catimini? C'est une question qui aujourd'hui paraît presque absurde. Et pourtant, c'est vraiment le cœur de notre discussion. Pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur un texte vraiment passionnant du sociologue Pierre Frazard. Il est tiré de sa thèse de doctorat et rien que le titre, ça donne le ton. Comment l'œuf a-t-il survécu aux nutritionnistes? Alors, notre but ici, ce n'est pas tant de faire un cours de diététique, c'est plutôt de comprendre comment une simple hypothèse scientifique a pu devenir un dogme culturel. Et surtout, pourquoi c'est si compliqué pour les grandes institutions de dire publiquement «Bon, ok, on s'est peut-être trompé». C'est une exploration de l'évolution non pas de la science, mais du discours sur la science. Alors, commençons par le commencement. On est au début des années 1970. Qu'est-ce qui a déclenché toute cette histoire? Eh bien, tout part d'une simple recommandation de l'American Heart Association. Le texte de Fraser est très clair là-dessus. Au départ, ce n'est pas du tout une condamnation. C'est un avis de prudence qui dit en gros « Attention au cholestérol alimentaire. Par précaution, on vous conseille de ne pas dépasser 3 œufs par semaine. » Le mot-clé ici, c'est vraiment précaution. On est dans l'hypothèse, pas du tout dans la certitude. Une hypothèse. Pourtant, dans la mémoire collective, ça n'a pas du tout été perçu comme ça. C'est devenu une interdiction quasi biblique. Comment on passe d'une simple suggestion à un commandement gravé dans le marbre? Et c'est là que la mécanique que Fraser décrit devient fascinante. Cette hypothèse, très prudente, elle sort des laboratoires et elle entre dans l'arène publique. Et là, elle est amplifiée, transformée en ce que l'auteur appelle un véritable décret moral. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait une angoisse qui montait autour des maladies cardiaques, du cholestérol. Oui, des graisses saturées. Voilà. Et les médias, les médecins, les nutritionnistes, ils cherchaient tous un message simple, un message percutant à faire passer. L'œuf, avec sa forte teneur en cholestérol, c'était le coupable idéal. Le bouc émissaire parfait, en somme. Exactement. Et la psychologie collective, elle joue un rôle énorme là-dedans. C'est infiniment plus facile de retenir un message binaire «l'œuf, c'est mauvais pour le cœur» qu'une vérité scientifique complexe et pleine de nuances. Du genre, dans certaines conditions, pour certaines personnes, ça pourrait être un facteur de risque parmi d'autres. Voilà, c'est ça. Le premier message est super efficace, le second est complètement inaudible pour le grand public. Du coup, l'œuf a été sacrifié sur l'autel de la simplification. Et cette simplification, elle a eu des conséquences qui ont duré très longtemps. On entre alors dans une période de presque 30 ans où le discours est complètement univoque. Pierre Fraser utilise une image très, très forte. Il écrit que l'œuf portait en lui une menace inscrite dans sa coquille. Ce n'était plus un aliment, c'était une petite bombe à retardement pour les artères. Oui, et cette perception était sans cesse validée par ce qui ressemblait à un consensus scientifique exasant. Mais ce que le texte montre très bien, c'est que ce n'était pas une unanimité scientifique, c'était une unanimité médiatique. Ah, la nuance est importante. Très fair. La nuance scientifique, elle, existait déjà dans les cercles de recherche, mais elle était totalement noyée sous le message de peur qui est beaucoup plus vendeur, évidemment. Mais comment un récit comme ça, même s'il est bien ficelé, peut tenir aussi longtemps si sa base scientifique est, comme le dit l'auteur, vacillante? Qu'est-ce qui a cimenté ce dogme? C'est ce que Fraser appelle le consensus qui rassure. Une fois qu'une idée est installée et qu'elle est répétée par des figures d'autorité, les médecins, les associations de santé, les magazines, elle acquiert sa propre force. La remettre en question, ça devient incongru, voire irresponsable. On imagine mal un médecin dans les années 80 dire à son patient Oh, vous savez, cette histoire d'eux, on n'est pas si sûr. Non, il aurait perdu toute sa crédibilité. Le discours s'est imposé, non pas comme une vérité scientifique, mais comme une évidence culturelle. Contester que l'œuf était mauvais, c'était un peu comme dire que le ciel n'était pas bleu. La force du récit avait dépassé la force des preuves. « D'accord. Donc le discours public est complètement bétonné, c'est devenu une certitude. Mais pendant ce temps, dans les labos, il se passe quoi? Est-ce que la science confirme cette peur? Pas du tout, et c'est là que toute l'histoire bascule. Dès les années 80, et puis de façon beaucoup plus massive dans les années 90 et 2000, la source parle d'une véritable avalanche d'études. Des études qui commencent à démanteler le mythe pièce par pièce. Et ce n'est pas juste une ou deux équipes de chercheurs isolés, On parle d'études à très grande échelle menées partout dans le monde.
Vous auriez un exemple concret, juste pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène? Bien sûr, le texte n'en cite pas nommément, mais pour illustrer ça, on peut penser à des cohortes immenses comme la Nurses Health Study de Harvard. C'est une des études observationnelles les plus longues et les plus respectées au monde. On a suivi des dizaines de milliers d'infirmières pendant des décennies. Et le résultat? Le résultat, publié à la fin des années 90, ça a été un vrai pavé dans la mare. Aucune association significative entre une consommation allant jusqu'à un œuf par jour et le risque de maladie coronarienne chez les personnes en bonne santé. Et des résultats similaires ont été observés au Japon, où l'on consomme beaucoup d'œufs, en Finlande, au Royaume-Uni. Le signal était clair et il venait de partout. Et ce n'est pas tout. Le texte de Fraser mentionne quelque chose d'encore plus surprenant. Oui, et c'est la petite ironie de l'histoire. Non seulement ces études ne trouvaient pas de lien avec les risques cardiaques, mais certaines ont même commencé à suggérer de possibles effets protecteurs. L'auteur qualifie ça de façon très poétique, il parle d'un sourire discret de la science adressé à cet aliment qu'on avait si injustement condamné. C'est fou ça. On redécouvrait que l'œuf est une source formidable de nutriments, de protéines, de vitamines, qui pouvaient avoir des bienfaits. C'est incroyable. On a donc d'un côté un dogme public martelé depuis des décennies et de l'autre une montagne de données scientifiques qui dit l'exact opposé. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Pourquoi les institutions n'ont pas immédiatement tiré la sonnette d'alarme en disant « Bam, stop, on a peut-être fait fausse route ». Là, on touche au cœur du problème soulevé par Fraser, c'est l'inertie institutionnelle. Le discours nutritionnel, ce n'est pas qu'une affaire de science pure. C'est aussi une question d'autorité, de confiance, de continuité. Hmm. Pour une institution comme l'American Heart Association, faire un virage à 180 degrés, c'est extrêmement coûteux en termes de crédibilité. Admettre une erreur aussi fondamentale sur un aliment aussi commun, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Le public pourrait se dire, s'ils se sont trompés sur l'œuf, sur quoi d'autre ils se sont trompés? C'est exactement ça. Elles se retrouvent en fait prisonnières de leur propre discours passé. Donc elles ont cette contradiction énorme sur les bras. La science a avancé, mais le discours public, lui, est resté bloqué dans les années 70. Comment on sort d'une situation pareille sans perdre la face? Eh bien, on ne fait surtout pas de grandes annonces. On ne convoque pas une conférence de presse pour présenter ses excuses à l'œuf. La stratégie, qui est brillamment décrite dans le texte, c'est celle du glissement discret, de la réhabilitation silencieuse. On corrige le tir, mais sans jamais admettre qu'on était hors cible. Fraser insiste sur cette phrase qui n'a, selon lui, jamais été prononcée par les autorités. Nous sommes peut-être trompés. Un glissement discret. Ça peut sembler un peu malhonnête comme approche, non? On change d'avis en douce, en espérant que personne ne remarque. C'est une question de perspective. Le texte ne parle pas vraiment de malhonnêteté, mais plutôt d'un réflexe de survie institutionnelle. Fraser utilise une formule que je trouve géniale pour décrire ça, un pardon sans confession. L'idée, c'est que le risque de fragiliser la confiance du public est perçu comme bien plus grand que le bénéfice d'une transparence totale sur une erreur passée. C'est un calcul coût-bénéfice en fait. Exactement. Où le coût serait une perte d'autorité généralisée, alors elle préfère des transitions douces plutôt que des ruptures franches pour préserver une illusion de cohérence. Et concrètement, ça ressemblait à quoi cette transition douce? Comment le message a évolué? Parler de l'interdiction des 3 œufs par semaine. Puis, l'American Heart Association, celle-là même qui avait lancé l'alerte, a fini par intégrer dans ses recommandations qu'un œuf par jour était tout à fait acceptable dans le cadre d'une alimentation saine. Mais sans jamais dire « nos anciennes recommandations étaient basées sur des données incomplètes ». Jamais. De la même façon, Santé Canada ou la Food Standards Authority britannique se sont alignés, souvent en utilisant un mot valise parfait pour ça, la modération. Ah, la fameuse modération. Le mot magique qui permet de tout dire et son contraire. C'est l'outil parfait pour changer de cap sans avoir l'air de faire une embardée. Ça permet de garder la face. Et donc, comme le résume très bien la source, on est passé de l'interdit à la permission, puis de la peur à la prudence, et enfin de la prudence à une sorte de neutralité. Et tout ça s'est étalé sur des années, sans jamais un grand mea culpa. Aucun, je me souviens très bien de ça. Ma mère qui, dans les années 90, faisait des omelettes uniquement avec le blanc d'œuf. On jetait le jaune le meilleur, hein. C'est fou quand on y pense. Oui, c'est fou de penser que tout ça reposait sur une base aussi fragile. C'est une image parfaite. Au final, si on résume, cette histoire de l'œuf nous en dit moins sur la nutrition que sur la manière dont la science est communiquée, traduite et parfois déformée. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce cycle. Une hypothèse prudente qui devient une vérité, cette vérité qui se transforme en norme culturelle et cette norme qui survit bien après que les preuves scientifiques l'ont rendue obsolète. Et derrière ce mécanisme, il y a une dimension qui est profondément humaine, que l'auteur met bien en lumière.
Cette incapacité institutionnelle à revisiter ses erreurs n'est pas, dit-il, le fruit de la malveillance. C'est plutôt le résultat d'un désir de cohérence, d'une peur de paraître fragile. Et d'une préférence pour la stabilité du message, même s'il n'est plus à jour. Voilà, c'est la logique de l'institution qui parfois prend le pas sur la dynamique de la science, qui, elle, est faite de doutes et de révisions permanentes. Et l'image finale que nous laisse le texte, c'est celle de l'œuf lui-même. Pendant tout ce débat qui a duré presque un demi-siècle, lui, il n'a jamais changé. Il est resté ce qu'il a toujours été, un aliment complet, nutritif. Pour reprendre les mots de Fraser, il a été parfois accusé, parfois réhabilité, mais toujours innocent. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée à emporter. Le texte de Fraser se concentre sur l'œuf, mais le mécanisme qu'il décrit est universel. Alors on peut se demander, si nos institutions peinent tant à corriger une simple recommandation sur un aliment aussi commun, combien d'autres certitudes bien ancrées dans notre quotidien, que ce soit en santé, en économie ou en société, mériteraient aujourd'hui d'être réexaminées avec un regard neuf, débarrassé du poids des discours passés?